souhaité cette introduction. Nous allons donc écouter Monsieur l'ambassadeur Karim Amellal. Merci beaucoup, merci chère Judith Belair. Merci à vous tous d'être ici, merci à la ville, la métropole, à la région, à l'université, au CMQ, important par son rôle sur un projet qui nous tient énormément à cœur. Je vais vous répondre tout de suite, et un peu en demi-teinte, oui, d'une certaine manière. Inventeur, c'est un bien grand mot, mais effectivement, notre idée, et nous y tenons beaucoup, c'est d'essayer de faire rayonner ce beau sujet qu'est la Méditerranée et qui nous rassemble, et le faire rayonner par tous les moyens possibles. Et effectivement, ce que nous organisons aujourd'hui ici, ces 3e rencontres de la Méditerranée, qui s'inscrivent dans un cadre un peu plus large, la semaine culturelle méditerranéenne, qui a lieu pendant un peu plus d'une semaine en réalité à Marseille, à Toulon, et c'est important, eh bien ça a vocation à faire exister ce sujet méditerranéen dans le débat public, dans les médias aussi, grâce à vous, à travers d'autres angles aussi que ceux qui ont cours habituellement. Parce que trop souvent, hélas, c'est important et il faut l'avoir en tête, mais trop souvent la Méditerranée n'est appréhendée qu'à l'aune de ce qui ne va pas, de ce qui est dommageable, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui porte atteinte à nos frontières, à notre identité, etc., etc. Et la Méditerranée, certes, ça peut être ça, mais c'est bien plus que ça. Vous citiez Monsieur le vice-président Braudel, évidemment, grande figure de la Méditerranée, qui n'était pas lui-même méditerranéen, mais c'est une œuvre considérable qui montre à quel point la Méditerranée est aussi tout ce qui nous rassemble et tout ce qui fait sens à travers tout ce que nous faisons autour de la Méditerranée. Alors, cet équipage amiral dont vous parliez, nous tous ici, sur ce beau vaisseau qui le porte, incarne, représente vraiment ce que nous souhaitons encourager et promouvoir, c'est-à-dire une démarche partenariale qui associe l'ensemble des collectivités et plus que ça, l'ensemble des acteurs concernés par ces sujets. Ici, effectivement, la ville, la métropole, la région, l'université, le CMQ, les acteurs de la société civile, les médias, l'État, évidemment, que je représente ici. Cette démarche partenariale, elle est essentielle et elle doit être, c'est ce que nous souhaitons et ce que nous souhaitons collectivement, tournée vers la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir, c'est notre avenir. Elle doit être centrée sur des projets concrets. Le projet merveilleux qui remonte au sommet des deux rives de réseau de formation aux métiers de la mer que porte notamment le Centre des métiers et qualifications et auquel nous tenons beaucoup. Des projets concrets évidemment, autour aussi, c'est très important, de thématiques qui nous rassemblent. Je disais, la Méditerranée trop souvent est appréhendée à l'aune de ce qui ne va pas et il faut que nous parvenions par-delà les difficultés politiques que nous connaissons tous et qui sont importantes et qu'il ne faut pas nier. Il faut essayer, c'est un peu notre travail aussi, d'essayer de les corriger ou de les faire évoluer. Il faut essayer de voir, d'identifier tous les sujets justement par rapport auxquels la coopération peut fonctionner. La coopération entre tous les niveaux et tous les acteurs de coopération. Ces sujets, il y en a beaucoup en réalité. Il n'y a pas que la coopération ou le dialogue politique. Le dialogue politique est évidemment très important. Mais il y a justement, puisqu'on est à Toulon, autant parler de deux sujets en particulier, l'environnement, la biodiversité. Vous savez à quel point c'est un sujet essentiel que la France porte dans les multiples dimensions de son action extérieure. C'est un sujet qui est important ici et qui est important notamment à travers le projet de réseau de formation au métier de la mer. Et puis l'économie bleue, justement, et la façon dont les deux peuvent être liés. Parce que la Méditerranée, c'est à la fois, on le sait, un hotspot du changement climatique, un réservoir de biodiversité, mais aussi, comme on l'évoquait juste avant cette rencontre, effectivement avec vous, M. Griboval, un réservoir d'opportunités. Un réservoir d'opportunités et de perspectives pour la jeunesse. Et justement, ces sujets-là, ces sujets qui rassemblent, bon, j'ai évoqué ici l'économie bleue, l'environnement et la biodiversité, mais il y a aussi la formation évidemment, il y a la culture, il y a le patrimoine, il y a le sujet d'inclusion, beaucoup de sujets qui rassemblent tous les acteurs de la Méditerranée, en particulier les acteurs des sociétés civiles, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Eh bien, nous souhaitons qu'ils soient mis au cœur d'un événement que le président de la République souhaite que nous organisions au printemps, pas au printemps, non, malheureusement, un peu avant, ce sera encore l'hiver, mais ce sera, voilà, tout à fait, ce sera le Forum des mondes méditerranéens,
d'ailleurs en partenariat avec Méditerranée du futur, qui est ce bel événement qu'organise la région et qui sera, ce Forum des mondes méditerranéens, centré sur cette thématique qui nous rassemble et qui mobilisera des acteurs de la société civile de tout le bassin méditerranéen. Et ces rencontres de la Méditerranée, ces troisièmes rencontres, eh bien, viennent aussi à leur manière et en complément et en prélude aussi illustrer ce qui se passera à Marseille, puisque ce forum aura lieu à Marseille à l'occasion du Forum des mondes méditerranéens. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Monsieur l'ambassadeur et merci à tous pour ce partage et ces belles prises de parole. Je vous rappelle une nouvelle fois qu'on est en direct sur les réseaux Twitch, Twitter et Facebook Live depuis l'École supérieure d'art et de design de Toulon ce soir. Alors avant de continuer avec nos chercheurs et spécialistes, quelques mots rapides de rappel sur ces troisièmes rencontres méditerranéennes qui mobilisent la jeunesse étudiante autour de discussions passionnées avec des intervenants spécialisés, universitaires et professionnels. Une belle démarche qui s'inscrit dans le dialogue des deux rives pour imaginer la Méditerranée, comme vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, aussi de manière plus positive pour demain. Alors vous le savez certainement, c'est justement, on reprend ce que vous disiez, c'est suite au sommet de Marseille de 2019, en présence du président Macron, qu'un dialogue durable a été mis en place, ponctué de moments forts, comme ce qui se passe ce soir, ou justement la prochaine rencontre que vous venez d'évoquer, du Forum des mondes méditerranéens, qui aura bientôt lieu en février à Marseille. Voilà. Alors, on est toujours en direct, je le disais. Pour continuer cette rencontre et rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on a le plaisir d'accueillir pour vous ce soir 4 chercheurs de l'Université de Toulon qui sont spécialisés dans le domaine maritime. Il y en a 2 qui sont spécialistes en sciences dites dures ou exactes et 2 en sciences sociales. Et on commence avec Jacques Piazzola, qui est professeur des universités à l'Université de Toulon. Et vous êtes aussi, Jacques Piazzola, directeur du pôle MED, ME2D, du ministère de l'écologie et du développement durable pour mer, environnement et développement durable. Bonsoir. de ressources énergétiques. Donc c'était extrêmement intéressant et passionnant pour les chercheurs. Et je pense que pour la jeunesse, ça donne un but qui est extrêmement gratifiant, d'essayer justement de répondre à ces enjeux et de répondre à ces questions. Et c'est vous qui allez justement les apporter, parce que nous, on est déjà un peu trop vieux pour ça, donc c'est à vous de jouer. Merci beaucoup, Jacques Piazzola. On va donner la parole à Sophie Pérez, qui est maître de conférence, spécialiste du droit européen de la mer, de la faculté de droit de l'Université de Toulon. Merci de nous éclairer de vos lumières. Merci à vous. Je suis ravie d'avoir en face de moi des étudiants, j'espère, comme Jacques Piazzola, qui sauront nous poser des questions, parce que nous sommes là surtout pour leur apporter, pour dialoguer avec eux et pour leur apporter peut-être de petites lumières. Pour nous, les juristes, on réfléchit beaucoup à tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent, c'est-à-dire que la Méditerranée, évidemment, c'est une richesse et c'est en même temps une fragilité. La Méditerranée, c'est Mare Nostrum, mais Mare Nostrum, ça renvoie à une question d'appropriation. Et dans la Méditerranée, il y a 2 rives, et 2 rives qui sont très différentes. Il y en a une plus riche que l'autre, et il y en a une qui a des problèmes de sécurité plus importants que l'autre. Et comme elles sont voisines, eh bien évidemment, ces questions-là, elles sont en réalité des questions globales. Donc c'est Mare Nostrum. Mare Nostrum, ça veut dire aussi une question de bien commun, mais aussi d'appropriation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager la mer Méditerranée sans la rive, sans le littoral, sans ce qui s'y passe. Et il s'y passe parfois des choses, on l'a vu, en termes de sécurité, en termes d'immigration, qui peuvent être tout à fait préjudiciables à cette notion de mer commune. Alors, depuis longtemps aussi, cela a été souligné aussi par les autres intervenants, au sein de cette mer, par nature, il y a une gouvernance qui est
globale, en tout cas, qui est multilatérale. C'est-à-dire que dans le cadre de cette gouvernance interviennent bien sûr les États riverains de la Méditerranée, mais aussi un certain nombre d'organisations internationales. Donc évidemment l'ONU à travers des plans sur l'environnement méditerranéen, évidemment l'UNESCO, évidemment aussi la Ligue arabe, évidemment aussi des formes de coopération maritime et à travers l'Organisation maritime internationale, et aussi des formes de coopération, par exemple l'Union pour la Méditerranée. Et puis aussi, bien sûr, l'Union européenne, dont je suis, c'est vrai, un peu spécialiste. Et on voit que l'Union européenne, elle va développer des formes de coopération. Et pour le juriste aussi, il est important de s'interroger sur la nature juridique et sur l'efficacité de cette coopération. Donc évidemment, là aussi, on doit faire la différence entre les deux rives. C'est-à-dire que du côté de l'Union européenne, cette coopération, elle va se faire sous la forme d'un droit qui est un droit de plus en plus contraignant, avec un objectif global qui est donc l'objectif du Green Deal cher à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Et pour les États européens, tout le monde est d'accord pour que, effectivement, on lutte contre le réchauffement climatique, contre zéro carbone en 2050, etc. Évidemment, pour les autres pays, c'est un peu plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une projection de la part de l'Union européenne qui va se faire sous forme d'incitation directe et puis qui va se faire aussi sur la base de projets plus structurels et donc la mise en œuvre de programmes qui vont donc inciter les États à participer à des coopérations financées par une aide européenne et donc qui va aussi agréger différents acteurs qui vont être, comme on l'a dit, les acteurs étatiques, les acteurs infra-étatiques, etc., etc. Donc notre rôle, c'est de réfléchir sur ces différentes formes de normativité qui mêlent droit plus dur et puis des formes incitatives. Ces formes incitatives étant parfois des incitations aussi dures, c'est-à-dire qu'il y a de la dureté dans le droit mou et il y a parfois de la mollesse dans le droit dur avec des incitations aussi qui sont faites au niveau des acteurs économiques des États membres eux-mêmes. Mais je vais laisser peut-être à Pascal, Richard, dire deux mots. Sophie Pérez. Juste avant de lui donner la parole, on va quand même donner la parole à monsieur Frédéric Guilneton, qui est vice-président de la recherche à l'Université de Toulon. Et on va vous écouter tout de suite. Bonsoir. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les vice-présidents, effectivement, pour un établissement comme le nôtre, l'Université de Toulon, voilà, on est au cœur d'un territoire de proximité et d'un territoire situé au milieu des rives de la Méditerranée. Alors, modestement, un établissement comme le nôtre peut contribuer effectivement sur ces deux volets. Le volet effectivement de la préservation de ce patrimoine unique, inestimable, de cette mer Méditerranée. Et finalement, l'appel du président de la République, il y a de cela 2 mois, aux Assises de la mer, qui appelle effectivement la communauté scientifique nationale, tous les chercheurs, mais finalement au-delà des chercheurs, les étudiants, chercheurs aussi, des universités et des organismes de recherche, à accompagner la politique publique dans la préservation de ce milieu avant l'échéance 2030 et dès 2027, avec une politique vraiment ambitieuse de protection de cet espace naturel. Pour accompagner la politique publique, c'est quelque chose d'assez unique et il faut s'en saisir. En tout cas, notre établissement y est prêt, comme d'autres. Mais un grand nombre de nos unités de recherche sont sur ces thématiques-là. Donc c'est un enjeu auquel nous répondrons. Et puis le deuxième enjeu, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, c'est aussi, c'était rappelé, c'est l'enjeu effectivement euro-méditerranéen de cet échange de formation, d'insertion professionnelle et finalement d'épanouissement des populations, des sociétés, des échanges culturels, des échanges économiques, notamment au travers d'un campus des métiers et des qualifications, sur les enjeux d'économie de la mer. Et là aussi, un établissement comme le nôtre doit jouer son rôle aux côtés des dispositifs qui existent, des programmes nationaux d'échange d'étudiants, de soutien des mobilités étudiantes, d'accueil et de formation des étudiants. Et depuis cette année et jusqu'en 2023, on va intensifier pour proposer en interne
en plus des dispositifs nationaux, à la fois des bourses de mobilité Eiffel en propre pour les étudiants de master. Et puis nous venons de lancer une trentaine de bourses de mobilité de doctorants internationaux pour les accueillir effectivement dans l'établissement et contribuer sur des sujets croisés entre les deux rives. Voilà, en plus et en appui des dispositifs nationaux pour venir là aussi en réflexion à ces sujets d'intérêt. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric Neton. Alors on va continuer avec Éric Moreau, qui est professeur des universités, lui aussi issu de l'université de Toulon et ancien directeur de l'école d'ingénieurs CITEC où il est professeur maintenant. On vous écoute. Bonsoir. Merci madame, monsieur l'ambassadeur, messieurs les vice-présidents. Donc nous, en tant qu'universitaires, ce que je voulais préciser, je vais essayer de complémenter par rapport à ce qui a été dit jusqu'avant. On a sur un triptyque de palettes qui concerne la connaissance via la recherche, mais il ne faut pas oublier également les questions d'innovation en lien avec les entreprises partenaires des universités, voire des entreprises sur le territoire. Également en lien avec les questions de métiers qui sont pour nous universitaires très importants. On ne forme plus aujourd'hui les étudiants que sur des aspects de connaissance, mais en lien avec des métiers dont on espère, entre guillemets, qu'ils puissent s'insérer sur des problématiques, en l'occurrence ici en lien avec des questions maritimes et principalement ici des questions en lien avec la Méditerranée. Donc on est accompagné de ce point de vue-là par le campus des métiers et des qualifications d'AMER, qui nous soutient beaucoup vis-à-vis des métiers par rapport aux étudiants, et on développe l'ensemble des connaissances et des métiers et des questions d'innovation dans un cadre interpartenarial avec des entreprises, avec des institutions qui nous permettent de développer tout ça au bénéfice numéro 1, évidemment, puisqu'on est à l'université des étudiants. Voilà, donc c'est quelque chose de très important. Je tenais à dire aussi sur le côté un petit peu connaissance que nos recherches se développent sur deux choses principales. Les connaissances telles qu'elles existent aujourd'hui, de telle façon à pouvoir donner un avis d'expertise, en l'occurrence sur certains domaines par rapport à des problématiques qui peuvent se poser aujourd'hui, principalement en termes d'environnement, ce qui sont déjà très importantes aujourd'hui, mais également dans l'espoir d'anticiper des événements qui pourraient se produire à moyen, voire à long terme. Donc cette histoire anticipation, voire en lien avec des questions de modélisation scientifique, ce sont des choses qui sont aussi importantes pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer dans les années qui viennent. Alors évidemment, c'est toujours un objectif un petit peu compliqué, qui pose toujours d'énormes discussions dans un cadre scientifique, mais c'est quelque chose sur lequel on tient également. On n'apporte pas qu'une expertise à l'instant aujourd'hui, mais on essaie de se projeter un petit peu sur l'avenir de ce point de vue-là. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'au niveau formation et métier, ce que tu as un tout petit peu dit au niveau de la recherche, on le fait beaucoup aussi en coopération entre les différentes rives de la Méditerranée. On a beaucoup de coopération entre l'Université de Toulon, le Maroc, la Tunisie, etc. et d'autres pays de ces rives-là, qui nous permettent effectivement de développer l'ensemble de ces connaissances-là dans ce cadre un tout petit peu inter-pays sur lesquels, pour nous, finalement, en tant qu'universitaires, c'est quelque chose d'assez naturel. On ne se pose pas la question de pourquoi de collaborer avec tout le monde. On a l'habitude de collaborer avec différents pays. Je voulais terminer mon intervention sur le fait, de dire qu'on a une chance incroyable d'habiter autour de la Méditerranée. Moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai collaboré avec beaucoup de pays dans le monde, avec le Canada, les États-Unis, enfin je vous passe la Chine, etc. Tout le monde connaît la Méditerranée. Tout le monde connaît le sud de la France. On a une chance incroyable. On a un terrain de jeu d'expérimentation et de métiers d'avenir qui est extraordinaire. Il ne reste plus qu'à nous, entre guillemets, à prendre en main tout ça pour l'avenir. Merci. Bravo, merci Éric Moreau. On va donner la parole à Pascal Richard, qui est maître de conférence aussi, et spécialiste du droit comparé, sans oublier qu'il est bien entendu de la faculté de droit de l'Université de Toulon. Bonsoir. Bien, écoutez, je vous remercie. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour cette belle soirée. Merci aussi et presque surtout au campus des métiers et des qualifications qui fait vraiment un travail exceptionnel avec une petite équipe, avec des moyens qui sont des moyens réduits. Mais vraiment, il faut mettre l'accent sur leur travail, c'est juste remarquable. Alors vous savez, en tant que juriste, il faut toujours être modeste. Le droit, c'est une promesse. C'est-à-dire que quand on est juriste, on s'attache à quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, mais c'est une promesse pour demain. C'est-à-dire que le droit, c'est du devoir-être. Et il faut être modeste à plus d'un titre. D'abord parce que c'est une promesse, effectivement, et puis ensuite parce que le droit, c'est une discipline qui a vocation à servir aux autres. Alors la Méditerranée, pour nous, vous voyez, dans cette perspective, qui est une perspective toute modeste, eh bien, elle nous permet deux choses. Elle nous permet d'abord d'être un véritable laboratoire pour notre discipline.
Parce qu'effectivement, la Méditerranée, ça a été dit d'abondance. C'est le lieu où se rencontre, c'est le lieu où se manifeste peut-être, pas le plus radicalement, mais en tout cas, pour nous, le plus quotidiennement, l'altérité. Et l'altérité, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire que je ne sais plus qui disait que l'amitié, c'est cultiver la différence à l'intérieur du même. Vous voyez, pour un juriste, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le juriste, pour lui, la Méditerranée, c'est un laboratoire merveilleux en termes de comparaison, en termes de rapprochement des systèmes juridiques, en termes de micro ou de macro comparaison. Ça permet de mesurer ce qui nous rapproche, ce qui nous distingue, et en toute hypothèse, de mieux nous connaître. Donc c'est un laboratoire qui est vraiment un laboratoire merveilleux. Et puis c'est aussi un lieu qui est un lieu d'expérimentation de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du fait que le droit a vocation à servir. Un des problèmes, je pense, majeurs des politiques publiques actuellement, c'est qu'elles ont, la crise de la Covid nous l'a fait cruellement ressentir, hein, c'est qu'elles ont malheureusement de plus en plus de mal à être acceptées. Vous voyez, l'impératif de la politique publique, ça devient un peu compliqué. Ce qui veut dire qu'on a des mécanismes qui sont des mécanismes que Sophie a admirablement mis en évidence, des mécanismes incitatifs, toute une gradation dans la présentation de la normativité. Et la Méditerranée, elle nous permet là aussi d'appréhender toute cette gradation de politique publique et d'effectivité des politiques publiques de manière tout à fait remarquable. Que ce soit le verdissage, que ce soit les politiques liées à l'environnement, la sécurité maritime, le commerce international, les flux migratoires, les flux de toutes sortes d'ailleurs. Ils sont mis à l'épreuve par cette diversité qui est une richesse, hein, ça a été dit, mais qui est aussi une grande difficulté dans la mise en œuvre des espaces souverains et des politiques nationales. Si vous me permettez, pour conclure, j'aurais juste une toute petite annonce, hein, mais comme elle est parfaitement harmonieuse au regard de ce qui a été dit et qu'elle fait écho à peut-être quelques questions évoquées, on a l'ambition, une petite ambition, hein, au sein de la faculté de droit, de mettre en place, adossé, je l'espère, au CMQ, un laboratoire lié à l'innovation publique. Et ce laboratoire d'innovation publique qu'on essaie de mettre en place, eh bien, on va le dédier aux politiques qui sont les politiques de la Méditerranée. Donc vous voyez, la Méditerranée pour nous c'est un espace important, c'est un espace complexe, mais important parce que complexe. Merci beaucoup Pascal Richard et merci pour cette initiative importante. Merci à tous aussi d'ailleurs pour vos informations. J'espère que ça vous a plu. Que vous soyez d'ailleurs dans la salle ou derrière vos écrans, vous qui nous regardez en direct de Twitch, Twitter ou Facebook Live. On va accueillir maintenant l'explorateur et navigateur Yvan Griboval. Alors Yvan Griboval, vous êtes à la tête du programme océano-scientifique que vous avez fondé et qui est soutenu entre autres, il faut le dire quand même, par la Fondation du Prince Albert II de Monaco. Alors je vais commencer Yvan Griboval simplement par une question assez basique. Comment est-ce que vous en êtes venu à collecter des données scientifiques et océanographiques, si on peut lui passer un micro, ça serait super, avec un bateau à voile quand même, parce que c'est intéressant comme procédé. Merci Edith pour cette question. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les vice-présidents, amiral, mesdames, messieurs, tout d'abord merci de m'accueillir. Et avant de répondre à votre question, je voudrais attirer votre attention sur un point tout simple. Quand vous êtes au bord de l'eau sur le port, vous voyez la mer éventuellement, là où vous vous trouvez, vous imaginez les autres pays de la Méditerranée, et pour les terriens, la mer est un obstacle. Sachez que pour nous marins, et je pense que l'amiral ne me contredira pas, la mer est un lien. À partir du moment où on prend en compte ce fait-là, il n'y a plus de limite. On peut vraiment travailler avec les autres pays, avec nos voisins d'en face, nos voisins d'à côté, parce que la mer est un lien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver, s'il vous plaît, dans vos têtes en permanence. La mer est un lien, la mer n'est pas un obstacle, la mer n'est pas un empêchement de faire quoi que ce soit, la mer est un lien. Et c'est un lien d'harmonie, j'y reviendrai. Comment j'ai cette idée? C'est assez simple. En 2005, j'imagine que les bateaux qui font la course autour du monde, et notamment les bateaux du Vendée Globe, étant donné que moi-même je viens du monde de la course au large, hein, j'ai passé
10-15 ans de ma vie en tant que coureur au large professionnel et journaliste presse écrite et également télévision. J'ai terminé ma carrière à la fin des années 90 sur un bateau qui s'appelait l'Esprit d'équipe, qui a gagné pour la première fois sous les couleurs françaises la course autour du monde, aux côtés donc de Lionel Péan. Et puis après, je me suis mis au service, dès les années 90, au service des entreprises, des collectivités, pour les aider à utiliser ce que j'avais appris, moi, et ce que j'apprends tous les jours de la mer, des champions, de tous les gens qui vont sur la mer et qui veillent à sa bonne santé, à commencer par les scientifiques. Et puis donc en 2005, j'imagine que si on veut mieux connaître ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique, et sachant que le climat, c'est l'interaction entre l'atmosphère et l'océan, je me suis dit, nos bateaux à voile, c'est juste génial pour aller faire ça de surcroît, là où personne ne va, c'est-à-dire sous le 40e sud, sous les grands caps continentaux, là où les bateaux à voile vont. Et quand le 14 novembre 2006, je présente cette idée-là à des scientifiques, ils me disent tout de suite, c'est génial. Et quelqu'un qui vous dit c'est génial, méfiez-vous, il y a toujours un mais juste après. Et le mais, c'est évidemment, bah oui, mais c'est impossible. Et quand on est autodidacte, qu'on est parti de l'école un peu tôt, parce qu'à force de regarder passer les nuages et puis les feuilles bougeaient avec le vent, je suis parti probablement avec un nuage, donc je n'ai pas fait toute ma scolarité, mais j'ai fait beaucoup de régates. Et impossible, c'est juste un truc qui n'est pas encore fait. Ça, c'est pas réalisé. Donc c'est à faire. Donc c'est passionnant. Et je demande aux scientifiques qui m'entourent, Ifremer, Météo France, l'Océan, donc le CNRS, si j'y vais, est-ce que vous m'accompagnez? Parce que bien évidemment, ils m'ont expliqué pourquoi ce n'était pas possible. Ils m'ont montré la taille du matériel, j'ai imaginé la taille de mon bateau, et je me suis dit, ça ne va pas le faire. C'est juste pas possible, le matériel était plus gros que le bateau. Puis ils m'ont expliqué qu'il fallait du 220, qu'il fallait pas que ça bouge, qu'il fallait que ça soit sec, qu'il fallait pas de sel, etc. Bref, c'était vraiment impossible. Et puis le 14 octobre, pour être précis, le 14 octobre 2009, on fait nos premiers tests et ça fonctionne, youpi. Le 13 novembre, on sort avec les scientifiques de l'Ifremer à Brest et non seulement ça fonctionne, mais ça transmet, c'est-à-dire qu'on collecte bien tous les 6 secondes les données océan-atmosphère automatiquement et on transfère toutes les heures une médiane de 10 minutes à Météo France qui contrôle puis qui envoie sur tous les réseaux internationaux pour, à usage dans un premier temps de la météorologie et de l'océanographie opérationnelle, dans un second temps bien évidemment à la climatologie. Donc voilà comment ça démarre. Et puis après, on a fait quelque chose, ça fonctionne. Alors ça fonctionne devant Brest. Faut aller plus loin que Brest. Alors on le fait fonctionner sur différents bateaux. Il y a un bateau qui est allé, d'ailleurs qui est un bateau qui a un lien très fort avec Toulon, qui est en route tout de suite vers l'Antarctique, qui est donc la Louise. Et la Louise embarque notre matériel pour aller naviguer du côté de l'Arctique. Et puis après, on met notre matériel sur un 3-mâts barque, le dernier 3-mâts barque qui fait encore les grandes navigations selon les routes maritimes traditionnelles. Puis ça fonctionne. Et puis, il ne faut pas oublier que quand j'étais à l'école et que plutôt que de m'occuper du cours de maths, du cours de je ne sais pas quoi, je lisais en douce La longue route de Bernard Moitessier, il était bien clair que je m'étais mis dans la tête que je ferais moi aussi le tour du monde en solitaire, mais j'avais 14 ans, j'arrivais bientôt à 60 ans, donc je me disais, tiens, ça je ne l'ai pas fait. Et bien évidemment, quand j'ai eu l'opportunité de partir avec le bateau que j'avais conçu, un plan finaux de 16 mètres, exactement comme les bateaux du Vendée Globe, avec la quille orientable, tout carbone, une machine de course, quelque chose qui va très très vite, je suis parti donc en 2016 de Monaco, je suis revenu en juin 2017 après 152 jours de navigation et j'ai donc été le premier à faire une campagne océanographique à la voile sous le 40e sud. Voilà comment les choses ont démarré. Ça a bien évidemment donné des idées à d'autres marins. Des entreprises ont développé les matériels que j'avais pu imaginer et puis maintenant on essaie qu'un maximum de navigateurs collectent des données pour les scientifiques car on part du principe que mieux connaître l'océan, c'est aussi mieux le préserver.
Merci et bravo pour ce que vous faites. Alors la question suivante, qui est une question logique, c'est qu'est-ce que vous en faites? Quel est l'usage de ces données océanographiques et scientifiques que vous récoltez? Dans un premier temps, les données sont transmises toutes les heures donc pour les plateformes de météorologie, ce qui a permis de mettre en évidence parfois que les modèles étaient assez éloignés de la réalité, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Les scientifiques ont cruellement besoin de données in situ. C'est-à-dire que les scientifiques, pour l'instant, imaginons, il y a une antenne scientifique, que ce soit météorologique, océanographique à Toulon, il y en a une autre à l'autre bout de la Méditerranée, et puis on va faire un modèle, c'est-à-dire qu'on va estimer ce qui se passe entre les deux, on va s'en servir, et de ce modèle, donc de cette estimation, on va faire une autre estimation. Je ne vous fais pas de dessin, au bout d'un certain nombre d'estimations, surtout dans des zones où il n'y a pas de repères, où il n'y a pas de données in situ, on arrive parfois à quelque chose très éloigné, et j'ai pu le constater et le mettre en évidence dans mon tour du monde, où je me suis retrouvé au milieu du Pacifique, où les scientifiques me demandaient de nettoyer mes capteurs, et je n'avais pas besoin de nettoyer mes capteurs, parce qu'avec des informations satellitaires, le satellite doit voir l'océan pour pouvoir en tirer des conséquences. Le seul problème, c'est que le satellite, il ne pouvait pas voir l'océan, étant donné que moi, je ne voyais pas la tête de mon mât depuis 8 ou 9 jours. Donc, ce n'était pas mes capteurs qui étaient sales, c'était mes capteurs qui étaient propres et les informations satellitaires qui étaient complètement à côté de la plaque. Donc, c'est quelque chose auquel sont confrontés les scientifiques, et si on veut les aider, il faut tout simplement aller sur l'eau, leur rapporter des données de qualité. Ça, c'est vraiment un point important. Et puis, on a fait cette démarche donc, de tout ce qui était à l'interface océan-atmosphère, donc température, salinité, pression partielle de CO2, oxygène dissous, etc., acidité, donc pH. Et puis, on s'est intéressé donc, avec une expédition l'année dernière, là encore au départ, au retour de Monaco, en passant par l'Italie, la Sardaigne, l'Espagne, la France, donc ici à Toulon, et puis retour à Monaco, on s'est intéressé aux contaminants. Parce qu'on essaie à chaque fois, quand on fait quelque chose au profit des scientifiques, on essaie de faire quelque chose qui puisse nous aider à expliquer au grand public, à commencer par les jeunes, et nous on commence aux classes de CE2, CM1, CM2, parce qu'on considère que plus on commence tôt, mieux on a des chances de convaincre, que l'océan est un bien extraordinaire à préserver. La Terre, on a tout pillé. C'est clair. Donc maintenant, si on veut vivre à 8, 9, 10 milliards sur cette planète, il n'y a qu'une solution, c'est l'océan, à condition de l'exploiter vertueusement. D'où la nécessité de le faire aimer, de le faire respecter, pour le préserver. Donc ça, c'est un point important. Donc on s'est dit, tout le monde parle de plastique, on va surfer sur la vague du plastique, on ne va pas être le énième à expliquer qu'il y a du plastique dans l'océan, tout le monde est au courant. Par contre, nous, on va expliquer pourquoi ça pose problème. Ça pose problème tout simplement parce que le petit morceau de plastique, il pollue une zone incroyablement importante avec ses contaminants. Et plus on vous parle de plastique biodégradable, biodégradable, ça veut dire qu'il se désintègre plus rapidement, c'est-à-dire qu'il libère ses contaminants plus rapidement. Il faut juste savoir que le biodégradable tel qu'on le conçoit aujourd'hui, le résultat, c'est ça. Et si on identifie les contaminants et qu'on explique les contaminants qu'on a trouvés, et qu'on explique aussi que les contaminants, c'est exactement ce qui pollue le phytoplancton à l'origine de la chaîne alimentaire. Ça nous permet d'expliquer que le morceau de plastique qui est dans l'eau, tous les poisons de ce morceau de plastique, n'ayez pas d'inquiétude, vous allez retrouver dans vos assiettes. Voilà. Donc, on essaie à chaque fois d'avoir quelque chose qui marque. Merci beaucoup pour ces informations. Vous avez des prochaines expéditions de prévues, puisque vous nous parlez de vos expéditions, justement. Quelles sont-elles ? Alors dans le rêve au fond de ma tête, et vous le répéterez sûrement pas, j'ai bien évidemment envie de retourner dans mon pays. Mon pays sont les 40e rugissants, les 50e hurlants, puis d'y retourner durant l'hiver austral parce que personne ne l'a fait, donc ça doit être génial de découvrir ça. Et a fortiori pour les scientifiques, parce que là, les satellites pendant 3 mois, voire 4 mois, ne voient absolument jamais la surface de l'eau. Donc ça, c'est le projet. Mais j'ai bien senti qu'autour de moi, partir là-bas, alors partir en solitaire c'est bien, partir en équipage c'est beaucoup plus compliqué parce que le skipper il a la responsabilité de son équipage, donc c'est un projet beaucoup plus lourd et pour l'instant ce projet-là est mis de côté. Notre projet il est de repartir au départ de Toulon maintenant,
départ et retour de Toulon, et d'aller travailler toujours sur l'interface océan-atmosphère, de travailler toujours sur les contaminants, maintenant qu'on a mis au point du matériel et entre guillemets qu'on sait faire, ou tout du moins qu'on arrive à faire à peu près, et puis il est surtout de travailler sur la plus grande ressource au monde, qui est la ressource sous-marine. Et la ressource sous-marine, le plus grand domaine sous-marin au monde, il est français. La France a la deuxième zone économique exclusive. Hein, si on cite des chiffres, c'est 13 400 000 kilomètres carrés pour les États-Unis, 10 400 000 kilomètres carrés pour la France, 8 700 000 kilomètres carrés pour l'Australie, donc on est loin devant les Australiens. Par contre, nous avons le premier domaine sous-maritime, c'est-à-dire qu'on a la plus grande richesse accessible au monde. Et si on veut vraiment préserver l'océan, si on veut vraiment impliquer le maximum de monde, il faut montrer que écologie et économie peuvent être mariés. Il faut montrer que vous, les jeunes, vous avez des métiers d'avenir qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore assez travaillé les datas, toutes les données qu'on peut récupérer. Et toutes ces données-là, il ne faut pas oublier que quand on parle de l'océan, on parle aussi bien de l'espace, parce qu'il faut l'observer, l'océan, donc ça veut dire les nanosatellites, ça veut dire les logiciels adaptés, mais ça veut dire aussi aller dans les grands fonds, les drones sous-marins, tout l'équipement qui se fait notamment ici en rade de Toulon avec le fantastique écosystème qui existe. Bon. Et puis nous, on a eu l'idée de dire avec un bateau à voile, on peut aller sur des zones récifales. Hein, je vous rappelle, les récifs, c'est moins de 0,1% de la surface de l'océan, qui lui-même représente 71% de la surface de la planète, mais c'est plus de 25% de la biodiversité. Ce qui veut dire qu'il y a une richesse extraordinaire. Cette richesse, elle est en voie de disparition. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, si on devenait tous vertueux et qu'on arrête tous les rejets de CO2 ou qu'on devienne vraiment, je répète, vertueux, on serait exactement comme un bateau dont on coupe le moteur et qui continue sur son aire. Et dans tous les cas de figure, tout l'aspect négatif de tout ce qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui aurait toujours un impact de destruction sur ces écosystèmes. Et on a donc imaginé qu'avec un bateau à voile, en faisant ce qu'on sait faire sur l'eau, on pouvait aller sur les récifs coralliens, on peut aller collecter des petits morceaux d'organismes marins et faire ce qui s'est encore jamais fait aujourd'hui, faire du séquençage ADN, mais surtout du séquençage ARN. Vous savez que l'ARN, c'est l'expression d'un stress. Donc c'est le moment où l'animal est le plus en situation d'exprimer ses capacités pour se défendre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'expression du stress, ça veut dire que dans l'ADN, il y a potentiellement des molécules d'intérêt pour la santé, pour le bien-être. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire du boulot pour vous, parce que 1, il faut analyser les données, 2, il faut trouver les molécules, 3, il faut savoir les exploiter. Donc on considère que toute notre démarche maintenant, c'est de vous apporter de la donnée pour que vous l'exploitiez et pour que vous puissiez construire l'avenir. C'est à vous. Nous, on va faire notre part de boulot, on vous apporte la donnée, on va lancer le process et à vous d'en tirer parti, à vous de construire l'avenir. On vous passe le témoin. Il y a du boulot, hein. Pourquoi est-ce que vous partez de Toulon pour vos expéditions? Alors d'abord, le marin répond. Toulon, c'est un abri parfait. Tempête, pas tempête, quoi que ce soit, on y rentre, on y sort, on est protégé. Deuxième point, un bateau, quand on part en mer, le succès, que ce soit une course, que ce soit une expédition, le succès, il se fait très largement en amont avant de quitter le port. Ça veut dire qu'il faut avoir dans son environnement les moyens techniques de répondre aux 1001 problèmes, sachant que nous, sur nos bateaux à voile, on est en permanence à inventer le mouton à 5 pattes. Donc il faut qu'on ait des entreprises qui soient capables de répondre au mouton à 5 pattes. Ici, la conjonction de la présence de la Marine nationale d'une part et des différents chantiers qui traitent des super-yachts et de la grande plaisance crée un univers de prestataires de services absolument extraordinaire pour faire plein de moutons à 5 pattes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est assez simple. On a trouvé, à partir du moment où on veut s'adresser aux jeunes, on se retrouve dans une situation avec l'Université de la mer, l'Université de Toulon, qui est un parfait pivot
dans la région sud, entre Aix-Marseille d'un côté et Nice de l'autre côté, avec Sophia Antipolis. Donc on est vraiment au cœur d'une espèce de machine extraordinaire qui va nous permettre d'être efficace quand on va rapporter de la donnée, quand on va travailler avec vous au développement d'un certain nombre de matériels. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis la troisième raison, et là c'est le vieux monsieur qui vous parle, quand on arrive quelque part, on a trois solutions. Soit on a des élus qui regardent derrière eux, soit on a des élus qui s'accrochent à leur siège en se disant pourvu que ça dure, soit on a des élus qui se battent et qui visent l'avenir. Et si vous ne faites pas ce constat-là, si vous ne faites pas cette analyse-là avant de vous installer sur un terrain, sur un territoire, vous risquez d'avoir des problèmes. Ici, et les élus ne vont pas entendre pour pas les faire rougir, ici on a un président qui part d'un principe, il faut avoir une cope d'avance. Et ce n'est pas une situation, ce n'est pas un concept de façade, ce n'est pas un concept pour la publicité, pour les journalistes, c'est quelque chose qu'il a au fond de lui, c'est quelque chose qu'il a au fond de son cœur, de défendre la partie nature, la partie l'océan, l'accès à la Méditerranée, une Méditerranée en bonne santé. Donc ça, c'est un point important. Et puis ici, au niveau des élus de Toulon, il y a une volonté d'avancer, une volonté dans le même thème que celle du président Renaud Muselier et de son équipe. Et ça, c'est fabuleux parce que ça veut dire que quand on va faire quelque chose, ça va être efficace. Et le mot que j'ai conservé dans mon esprit au terme de 152 jours de réflexion, quand je suis revenu à terre, que j'avais 60 ans, j'en ai 64, c'était il y a 4 ans, je me suis dit maintenant il faut que je sois efficace. Quand on a 30 ans, quand on a 20 ans, on se dit bon, on le fera plus tard, c'est pas très grave, on a l'avenir devant soi. Quand on a 60 balais, on se dit chaque jour il est important, maintenant il faut être efficace. Donc il faut trouver les conditions, il faut trouver l'écosystème pour être efficace. Voilà, donc voilà pourquoi je suis à Toulon. Et puis avant de conclure, je voudrais juste vous donner une information parce que pour moi cette information elle est vraiment géniale. Demain matin à 9h, l'Assemblée nationale va avoir un texte sur lequel se prononcer, qui est un texte qui a été mis en place après 2 ans de travail par un garçon qui s'appelle Jimmy Pahin, qui est un grand régatier français qui est maintenant député du Morbihan, et il a réussi l'exploit de mettre tous les groupes parlementaires, toutes familles politiques confondues, d'accord sur un texte qui démarre, je pense que c'est la première pierre à l'édifice, démarre ce qui devrait être une action en faveur de la régulation de la haute mer. Vous savez que la haute mer, c'est cet espace absolument extraordinaire qui est aujourd'hui à personne et à tout le monde, donc que tout le monde peut piller en disant bah, c'est pas grave, c'est à tout le monde, etc. Et la France, avec ses députés, demain et normalement à l'unanimité, va voter ce texte. Alors c'est un texte, on peut considérer que ce sont des belles idées, des beaux principes, etc. Mais c'est le point de départ. Il faut un point de départ. Et la mer, de cette manière-là, sera le lien entre tous les partis politiques, entre tous les groupes représentés, ce qui met bien en évidence, comme je vous le disais avant, la mer est un lien, bah là c'est aussi un lien d'harmonie, et c'est génial que la mer soit perçue comme ça, et que nos députés sous notre gouvernement, qui a remis un ministère de la mer, et un vrai ministre de la mer en place, bah, qu'on soit dans cet élan. Donc en ce moment, soyons clairs, on a un alignement des planètes, et il faut que vous en profitiez, on va tout faire pour. Merci beaucoup Yvan Griboval. Pour conclure cette prise de parole des scientifiques et spécialistes que nous recevons ce soir, je vais redonner la parole à l'amiral Charles-Henri Garry pour, si vous voulez bien faire passer le micro, oui, pour qu'il... Ah, vous en avez un, voilà, parfait, pour qu'il puisse conclure. Amiral, on vous écoute. Très impressionnant, merci à tous de ces interventions. Le CMQ travaille avec l'Université de Toulon et avec les chercheurs. Vous avez vu la démonstration aujourd'hui de la puissance des chercheurs, mobilisés sur la Méditerranée, mobilisés sur les sciences molles et les sciences dures. Vous avez vu avec Yvan Griboval les projets qu'on va porter et qu'on va accompagner avec lui. Vous avez vu le soutien des politiques de la région ici, de Toulon en particulier. Moi, CMQ, je parle au nom de mon président, qui est le Xavier Leroux, qui n'a pas pu être là ce soir, qui est à la fois président de l'Université de la mer, Université de Toulon, et président du CMQ Économie de la mer. Je suis ravi d'entendre ça, et l'équipage des vieux a passé à l'équipage des jeunes.
On oublie, parce qu'on est à la mer en ce moment sur ce navire, et j'en profite que je ne voudrais pas monopoliser la parole, remercier l'équipage complet, y compris ceux qui sont à la machine, qui ont préparé cette séance, qui sont derrière nous, parce que ça ne soit pas la grande table, et pourtant sans eux on n'aura rien pu faire. Des Fabien Schaeffer, des Arnaud Gemini, des Béatrice Grasset, et toute l'équipe qui est derrière, des Daniel Chasseur, et toutes les équipes qui ont bossé pour ça. Merci à l'équipage, à la machine, et maintenant place aux jeunes. Oui, tout à fait. On a tout à fait entendu les spécialistes toujours en direct sur Twitch, Twitter et Facebook Live, je le rappelle. Il est temps de donner la parole aux jeunes. Il est évident, je voudrais dire quelques mots quand même, qu'on est en train de vivre la naissance d'un réseau méditerranéen de la jeunesse. Et je vais donner la parole à Baptiste Tropini, qui est coordinateur du réseau, afin qu'il nous présente les différents acteurs qui le composent. Voilà. Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs les élus, mon amiral, mesdames et messieurs les enseignants, monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, je suis très heureux d'avoir entendu l'ensemble de vos prises de parole. Donc déjà pour deux choses. La première, c'est que je pense qu'on s'accorde sur une direction qui est assez commune, qui est qu'aujourd'hui nous avons un vivier de jeunes et un vivier aussi de pays qui se parlent, qui sont au niveau d'un territoire partagé qui est celui de la mer Méditerranée, et qui ont une volonté commune justement d'avancer, ou du moins nous en tout cas c'est la volonté qu'on a aujourd'hui. Et la deuxième chose qui me rend aussi un peu enthousiaste, c'est qu'en fait aujourd'hui on matérialise la présence justement de ces jeunes. Là vous avez devant vous, je leur donnerai la parole juste après, des jeunes, des étudiants engagés dans le milieu associatif au niveau de différents territoires, de Montpellier à Nice en passant par la Corse. Vous verrez tout à l'heure aussi une vidéo qui présente des étudiants engagés de l'autre côté de la Méditerranée. C'est là où justement on a enclenché la démarche aussi d'aller vers les pays du Sud, puisqu'en fait on ne peut pas construire une démarche méditerranéenne qui est logique et qui se justement tourner vers le futur sans aller déjà vers ces pays-là, qui sont des pays avec lesquels justement on va travailler profondément. Donc voilà, ces deux choses-là en préambule me font plaisir, et je pense vraiment qu'on va aller dans une direction qui est la bonne. Si je devais aussi introduire un petit peu le débat par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est que vous avez devant vous une jeunesse qui est quand même structurée, qui au-delà justement d'avoir des aspirations à s'engager dans la citoyenneté, dans la vie de la cité, au-delà justement de cette idée de mettre en place des projets, vous avez vraiment cette idée qu'aujourd'hui, si on se met ensemble autour de la table et que justement on échange, on utilise une méthode qui est raisonnable et qui justement est travaillée, réfléchie avec un objectif qui est partagé, on peut mettre en place de belles choses, de grandes choses, et tous les petits projets justement qu'on compte mettre en place et dont on présentera tout à l'heure dans différentes thématiques, dont l'écologie, parmi celles de l'écologie qui est prépondérante. Si on arrive justement à mettre en place tous ces petits projets bout à bout, je pense que justement la finalité n'en sera que plus belle. Et puis ensuite, on arrivera à mettre en place des projets de plus en plus importants. Et pour ça, j'en suis sûr. Justement, je vais donner la parole tout simplement à mes collègues pour qu'ils se présentent, pour que vous voyez justement aussi la particularité de chacun, les missions aussi que remplit chacun au niveau de leurs différents territoires, puisque une autre particularité de notre démarche, c'est qu'elle est vraiment territoriale. Vous avez un regroupement d'associations qui sont engagées au niveau de chaque territoire et qui font évoluer déjà aujourd'hui leur territoire, et justement, l'objectif, c'est de partager ces pratiques et d'aller ensemble justement vers ces différents projets. Donc, je vais vous passer la parole. Allez-y. Bonjour à tous. Enchantée, je m'appelle Lucie Meffray, présidente de la FEDET, donc la Fédération des étudiants toulonnais. Notre but, en fait, c'est de fédérer les actions en fait, de la vie étudiante sur le territoire toulonnais, de faire en sorte que les associations étudiantes et que les étudiants soient écoutés et que les projets se centralisent et avancent ensemble. Ça fait maintenant 3 ans qu'on existe et qu'on a maintenant une représentation assez optimale, que ce soit dans les universités ou dans les écoles privées. On a réussi à créer un dialogue avec toutes sortes d'associations et d'étudiants qui ont des problématiques chacune différentes, mais en leur apportant de la formation, des connaissances et de l'expérience, on arrive à travailler conjointement pour mener des actions tous ensemble. Bonsoir à tous, donc Rémi Bruni, président de la FACE 06, donc la Fédération des associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes. De notre côté, on fédère également beaucoup d'associations, donc une quarantaine d'associations de Cannes jusqu'à Menton, en passant évidemment par Sophia Antipolis et Nice. Nice qui est un petit peu justement le bastion historique, disons, de notre fédération.
L'idée chez nous, ça a été principalement d'aider les étudiants au quotidien, notamment sur le volet social, sur lequel on a été pionnier, je pense, depuis maintenant une dizaine d'années, en créant à l'époque la première épicerie sociale étudiante de France. On a créé également l'année dernière, en mars dernier, le premier restaurant social fait par des étudiants et pour des étudiants de France, encore une fois. Et tout ce volet social, finalement, il répond à une demande de la jeunesse de vraiment poursuivre ses études dans de bonnes conditions, et c'est ce qu'on essaie de leur apporter, autant par ce volet social dont je parlais, mais également par le volet finalement de la lutte contre l'isolement social, l'intégration finalement à la vie universitaire, mais à la vie également citoyenne, qui fait partie de nos valeurs essentielles. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Baptiste d'abord d'être venu jusqu'en Corse pour nous chercher. C'est très appréciable. Et je suis très heureux évidemment d'échanger avec tout un tas d'acteurs divers et variés sur l'économie puis l'environnement méditerranéen. Je trouve que c'est important. Aujourd'hui on est dans une période de transition et c'est important de débattre de questions qui touchent à l'environnement. Enfin, en tout cas, je dis ça parce que je représente aujourd'hui l'association Marée Vive, qui est implantée en Corse, plus particulièrement dans le Cap Corse, et qui est une association environnementale qui travaille sur le milieu marin, qui rassemble une bonne partie de la jeunesse en Corse, pas que des étudiants, mais voilà, la jeunesse de tous horizons. On a 3 thématiques principales d'action. On travaille sur d'une part la pollution plastique, ça a été vraiment, on a développé une forte expertise sur le sujet depuis 6 ans. On travaille également sur la biodiversité marine et sur le dérèglement climatique. Voilà. Et on a 3 champs d'action différents qui sont la collecte des données, donc que ce soit à la voile, en plongée ou sur le littoral. On fait également des missions de sensibilisation, beaucoup de sensibilisation donc dans les écoles, des conférences, voilà, de rassembler un peu comme ce qui est fait aujourd'hui, rassembler des acteurs autour d'une table pour partager des informations, des points de vue, des expériences. Donc c'est hyper important pour faire évoluer les choses. Et on commence aujourd'hui à faire des missions de plaidoyer. On aimerait travailler de plus en plus dans l'opérationnel aux côtés des collectivités et des acteurs économiques pour partager notre vision des choses, notre vision de jeunes qui sont soucieux de l'avenir de notre société et de notre Méditerranée. Voilà, moi je suis très ancré dans mon territoire, je suis cap-corsain, j'ai certes fait mes études sur le continent comme on dit, mais je suis rentré, voilà, donc je sens au petit doucement que je suis trop bavard, donc j'ai bien compris. Voilà, donc très heureux d'être là. Je passe du coup le micro à mon voisin. Merci, bonjour. Edgar Bruel, je suis étudiant en histoire et président de l'association générale des étudiants montpelliérains qui fédère à Montpellier du coup 25 associations étudiantes et qui les accompagne, qui les forme, qui essaie aussi d'être force de proposition et de mener des projets qui touchent l'ensemble des étudiants de la ville et aussi sur des thématiques d'environnement, de santé. Et donc très heureux de pouvoir rejoindre ce réseau méditerranéen de la jeunesse. J'espère qu'on pourra aussi, dans chacune de nos villes, dans chacun de nos territoires, faire avancer ces enjeux méditerranéens qui me semblent, en tant que méditerranéen en tout cas, très importants. Donc moi c'est Alban Agniré, donc du Cercle des étudiants en écologie méditerranéenne. Donc comme Pierre-Ange, du coup, mon association est basée en Corse. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une association qui est constituée d'étudiants. Après, les statuts ont été changés pour élargir au maximum, parce que les actions puissent amener un maximum de personnes qui ne soient pas que des étudiants. Et donc, parmi les actions, il y a pas mal de choses qui se rejoignent entre nos 2 associations. C'est principalement des ramassages de déchets, des actions de sensibilisation, et aussi l'idée de promouvoir en fait les actions en faveur de l'environnement en Corse et ailleurs. Et en fait, nous en fait on a vraiment un lien on sert de relais entre les étudiants et les acteurs du territoire, dont Marée Vive, donc on a l'habitude de collaborer ensemble. Et du coup, merci beaucoup en tout cas pour cet événement, parce que pour nous c'est aussi une super opportunité de agir au-delà de la Corse, quoi.
Parce que voilà, on voit qu'en Méditerranée, les problématiques, elles touchent tous les pays du pourtour méditerranéen. Et donc, pour nous, voilà, ce genre de réseau, c'est une opportunité de trouver des solutions concrètes qui vont avoir des poids beaucoup plus importants qu'en agissant tous sur nos petits territoires à part, quoi. Donc voilà. Merci à tous pour vos présentations. Donc vous avez pu voir les particularités de chacun. Vous avez des associations de terrain, vous avez des fédérations qui regroupent des associations étudiantes. Donc vraiment, on a un maillage qui est très intéressant. Vous avez des territoires de 100 000, 150 000 étudiants qui sont représentés ici. C'est aussi la force justement un peu du réseau qu'on va monter, c'est qu'on va avoir une vraie force d'action après, lorsqu'on rentrera dans l'opérationnel des choses, pour se dire qu'on met en place des projets qui touchent un maximum de jeunes et qui orientent aussi d'une certaine façon les politiques menées au niveau des territoires. Justement, donc des aspirations propres. On va regarder une petite vidéo. Est-ce que la régie peut montrer la vidéo, s'il vous plaît, donc de nos collègues de l'autre côté de la Méditerranée qui sont déjà engagés avec nous dans le projet. Et donc je vous laisse écouter cette vidéo. سلام، أنا زينب أشوري من المغرب، كنمثل جمعية معرفة. معايا ألاندا من رواندا ولينسي كاماغا من كوت ديفوار. الجمعية ديالنا كتخدم على تسد المحاور مهمة: الفن، الثقافة والتعليم. في الفرصة ديال لا فونداسيون دي جون ميديتيرانيان ميتود هي فرصة اللي غادي تخلينا نسجلوا واحد الرابطه بين البلدان ديال الشمال والجنوب ونخلقوا فرصه للشباب فين يقدروا يتعلموا ويعلموا. المعرفه ولا المستقبل بالنسبه للمعرفه وهو is to bring the culture and the education together. وان شاء الله احنا فرحانين ونقدروا ان شاء الله نقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج مع الجمعيه ونخلقوا بزاف ديال لي زيفينمون اللي يقدروا يكونوا واصله بين هاد الجوج ديال البلدان: شمال البحر المتوسط وجنوب البحر المتوسط. شكرا. أزول فلاونا سوفيا سوان دي سداوي عبد الرحمن ميرا دي بكايس سمورت الجزائر مكينيا ديانيس دان المات la spécialité télécommunication, faculté de technologie. Bonjour, je me présente, c'est mademoiselle Zagini Kafia, étudiante en biologie de la conservation Master 2 à l'université de Abdelrahman Mira déjà. Le forum est une association estudiantine qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat, la jeunesse et la citoyenneté. Il est fondé par des étudiants de l'université de Abdelrahman Mira Béjaïa en Algérie afin de répondre aux nouveaux défis des étudiants et les jeunes au développement durable. Notre association travaille sur différents domaines dans l'entrepreneuriat social, la jeunesse et la citoyenneté. Le projet d'un coworking space et d'un programme comme l'orientation des nouveaux bacheliers, des activités comme des formations pour les jeunes entrepreneurs et les séminaires, le mentorat et les différents séminaires et promouvoir le développement durable. Favoriser les synergies, interagir entre les jeunes de la Méditerranée. Impact, durabilité et dimension participative. Nous vous invitons à suivre notre page Facebook Forum des étudiants entrepreneurs de Béjaïa. Et merci. Jiena Nil Zara, student fil-raba sena tal-liġi u president tal-KSU, tal-Kunsill Studenti Universitarji, li hija l-eqdem Unjoni tal-Studenti fl-Ewropa. Bħala KSU ninsabu onorati li ser niffurmaw parti minn dan il-network ta' għaqdiet ta' żgħażagħ u tal-istudenti minn madwar il-5+5 għal fatt li nemmnu li għandna potenzjal kbir kemm bħala żgħażagħ kif ukoll bħala studenti
regardless ta' daqs tal-pajjiż, speċjalment meta tiġi bħali minn Malta, u nemmnu li l-iskambju u l-proġetti ta' mobilità li jaf joffri dan il-network ser ikunu ta' valur importanti u addizzjonali għall istudenti u żgħażagħ Maltin b'impenn partikolari fuq is-sostenibilità. Għal daqstant, nawguralkom għal dak li ġej u ninsabu ħerqana għal dak li dan il-network jaf joffri. Grazie. Donc voilà, vous avez pu voir les vidéos donc, des 3 pays qui sont déjà engagés avec nous dans le projet. Voilà, je pense que ça parle de soi-même. Ça, c'est aussi un réseau qu'on s'est constitué nous-mêmes. Là, c'est une initiative vraiment qui part d'en bas sans être péjoratif. C'est vraiment qui part de la base étudiante, qui part de la jeunesse et qui compte bien un petit peu voilà, monter le plus haut possible. Je vous propose de vous présenter déjà un peu les 2 grandes parties sur lesquelles on va travailler justement avec les différentes associations présentes ici. Une première partie qui regroupe à la fois l'écologie mais également l'entrepreneuriat étudiant. Donc l'écologie, on la conscientise de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, là, notamment autour de la table, on est tous d'accord sur le fait que c'est le sujet majeur qui arrive, surtout pour nous, jeunesse, et c'est un des sujets sur lesquels nous avons les clés pour influer, ou du moins c'est la volonté qu'on a aujourd'hui. Je vais passer la parole du coup à Pierre-Ange et Alban en premier, qui sont donc présidents d'associations quand même très spécialisées dans l'écologie, et notamment en Corse. Vas-y, prends celui-là. Alors c'est vrai que je vais peut-être parler d'un sujet qu'on connaît, le sujet qu'on connaît mieux, à savoir la pollution plastique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le constat est assez inquiétant, parce que c'est certes une pollution dont on parle de plus en plus, mais aujourd'hui ce qui est inquiétant, c'est que les solutions qui sont mises en avant, on a l'impression qu'on est un peu en roue libre. Enfin, c'est un ressenti vraiment personnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup certes d'innovation, mais ça va dans tous les sens. Et c'est vrai que dans la façon dont est présenté le sujet, notamment dans les médias, et du coup les solutions qui sont apportées même au niveau des politiques, on ne met pas assez en avant la réduction en fait, de la prévention en fait, des déchets. Et donc ça, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, parce que comme je l'ai expliqué un petit peu rapidement tout à l'heure, voilà, moi je suis du territoire, je suis Cap-Corsin, j'ai vu l'évolution en fait à ma propre petite échelle temporelle, et c'est très inquiétant, ça va très très vite. Voilà. Et aujourd'hui, donc je suis assez inquiet, c'est un partage voilà, d'expérience, je suis assez inquiet de voir... certes, ça progresse, on voit qu'il y a pas mal d'actions qui visent à la réduction et certains territoires qui prennent conscience de ça et qui vont dans le bon sens. Mais je trouve que c'est encore un peu lent. Voilà. Alban, peut-être du coup ton expérience aussi par rapport au projet que tu peux mettre en place avec ton association concrètement sur le territoire corse. Oui. Je rejoins complètement Pierre-Ange par rapport justement à la problématique des plastiques et même des déchets aussi. C'est que, voilà, bon, nous on fait assez régulièrement des ramassages de déchets sur le terrain, donc on se rend compte vraiment de ce qu'on trouve, quoi. Et en fait, il y a vraiment, à tous les sites où on va, il y a une quantité quand même assez énorme de déchets, quoi. Et pas forcément des déchets qui vont être très visibles tout de suite. C'est qu'on a vraiment des micro-plastiques, des tout petits déchets qu'en fait on pourrait marcher sur une plage en se disant qu'elle est propre, mais en fait pas du tout, quoi. Donc bon, voilà, c'est à travers aussi nos actions qu'on permet à l'ensemble de personnes de prendre conscience, et aussi du coup, pour vous rejoindre, de récolter des données pour après proposer derrière des mesures, quoi. Et donc oui, voilà, on se rejoint complètement à ce niveau-là. C'est vraiment important aussi qu'il y ait une forte communication sur le sujet, parce que la pollution, on la voit pas toujours, quoi, en fait. On la voit vraiment pas toujours, contrairement à ce qui pourrait être montré sur les médias avec par exemple les continents de plastique ou qui sont constitués d'énormes déchets. En fait, c'est vraiment des petits déchets. En fait, on va pas s'en rendre compte quand on va aller sur la plage ou même se baigner, mais en fait les déchets sont absolument partout, quoi. Et ils impactent l'environnement et aussi notre santé. Donc c'est primordial d'agir rapidement, quoi. Merci Alban. Peut-être Edgar ou Rémi, si vous voulez rebondir là-dessus, justement sur vous, comment est-ce que vous voyez aussi les choses au niveau de vos territoires, peut-être des initiatives aussi justement que vous avez mis en place avec vos associations étudiantes. C'est vrai que du point de vue de l'écologie, je pense que
il est devenu assez clair que c'est une thématique de priorité pour la jeunesse. Je pense qu'on l'a vu sur les résultats, par exemple, des dernières municipales. C'est une thématique qui est vraiment au centre des politiques publiques pour les jeunes et qui doit être prise en compte par tous les acteurs. Je pense que en tant qu'acteur de jeunesse, c'est aussi notre travail d'agir sur ce terrain-là, d'agir en tant qu'association sur finalement le champ de l'écologie. On le disait tout à l'heure avec nos amis corses, ils le font très bien, on le fait aussi de notre côté, on essaie de mettre en place des actions d'une part évidemment sur le ramassage des déchets qui je pense est une base pour tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez facile d'accès pour les associations, mais également sur la réduction des émissions par exemple carbone qu'on peut faire en tant qu'association, sur les déplacements qu'on fait, essayer de le faire de façon intelligente et surtout essayer de sensibiliser la jeunesse sur toute cette thématique là. Je pense que c'est notre devoir en tant que jeunes de sensibiliser nos pairs sur cette thématique là parce que elle est évidemment vitale pour notre futur à tous. Je sais pas si Edgar tu veux... Oui, je suis complètement d'accord. Le masque, l'écologie, l'environnement, c'est des thématiques qui touchent particulièrement les étudiants. On a tous un rôle à jouer, nous, dans notre fonctionnement propre, mais aussi en étant force de proposition auprès de toutes les instances et institutions. Ce qu'on a pu mettre en place, nous, en travaillant avec le Crous, et donc la restauration universitaire, c'est une lutte contre à la fois le gaspillage alimentaire, mais contre les emballages. Cette lutte contre les emballages, elle a été un peu ralentie avec le Covid, puisque on a rajouté des emballages par mesure de sécurité sanitaire, mais il y a eu une vraie démarche de lutte contre le gaspillage avec 50% de réduction par exemple dans les cafétérias 1 heure avant la fermeture et un prix réduit pour les cafés lorsqu'on vient avec son propre verre pour éviter justement une consommation excessive de plastique à chaque fois qu'on prend un café. C'est des petites actions, mais qui, mises bout à bout, permettent de lutter, je pense, efficacement, comme vous disiez, contre la pollution plastique et qui permettent aussi de faire parler de ces enjeux-là. Donc oui, je pense qu'on a notre place à jouer là-dedans. Merci Edgar. Donc là voilà, justement vous avez des exemples d'actions ponctuelles, on peut dire ça, et après l'objectif c'est aussi d'avoir justement d'autres actions beaucoup plus structurelles dans la durée, et ce qu'on peut voir justement c'est cette idée d'échanger avec les autres pays de la Méditerranée, où on peut voir aussi qu'est-ce que eux ont mis en place de leur côté, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que nous on met en place de notre côté qui fonctionne ou pas, et justement cette relation d'échange avec, vous disiez la mer est un liant, mais là techniquement pour nous c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses aussi, ça nous permet de partager des projets concrets, et en plus on est tous issus de territoires côtiers plus ou moins, et je pense un peu à Montpellier aussi, voilà, un peu plus loin, mais il y a quand même cet esprit-là. Mais on voit tous justement l'impact que peut avoir aussi la pollution sur nos côtes, et c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment jouer. Dans la continuité de l'écologie, on a aussi justement la volonté de travailler sur l'entrepreneuriat étudiant. Cette volonté-là, pourquoi est-ce qu'on l'a aujourd'hui? C'est qu'en fait, on pense sincèrement que c'est justement en ayant une action très professionnalisante dès le départ, dès la formation, qu'on peut arriver justement à avoir des jeunes qui ensuite rentrent plus facilement sur le marché du travail déjà de prime abord, mais qui aussi se construisent beaucoup plus facilement, qui ont des acquis réels, concrets et qui ont été expérimentés sur le terrain, et on passe vraiment de la théorie à la pratique. Donc ça c'est des choses où justement vous avez pu voir dans la vidéo le forum des étudiants entrepreneurs de Béjaïa qui mène des actions formidables au niveau de leur université, qui regroupe 54 000 étudiants, ce qui est quand même pas rien pour une université. Et justement on est déjà en relation avec eux pour voir comment est-ce qu'ils coordonnent leur forum, qu'est-ce qu'ils font. On a des actions nous au niveau local, je sais pas Lucie justement si tu veux un peu parler de ce qui existe au niveau toulonnais, mais voilà, c'est un des sujets aussi pour nous qui nous paraît important, puisque on est dans le concret, on est dans le réel. Oui, bien sûr, l'entrepreneuriat étudiant pour nous ça reste un sujet important. Il y a énormément de jeunes à l'heure actuelle qui ont très envie d'entreprendre,
et qui ne savent pas forcément comment faire. L'associatif, comme l'a un petit peu sous-entendu Baptiste, ça aide énormément. Être un associatif, c'est entreprendre, c'est vouloir faire des choses, c'est vouloir faire des actions. Ça rentre dans ces critères-là et c'est pour ça que nous aussi, on a envie d'accompagner ces jeunes, soit qui veulent s'engager avec nous ou juste qui veulent monter des projets de manière un petit peu individuelle, sans suivre peut-être les parcours un petit peu plus classiques. À Toulon, nous, on a travaillé du coup avec le pôle Pépite de l'université qui nous a vraiment beaucoup aidés. On a fait un événement avec eux pour essayer de sensibiliser notre réseau d'associatifs, mais aussi des étudiants, juste à les sensibiliser tout simplement à ce qui est possible pour eux, ces programmes de Pépite, mais aussi l'accompagnement nous de la FEDET. Ça a été un véritable succès. Énormément d'étudiants s'y sont inscrits et ont vraiment compris la démarche. Je sais que ce pôle Pépite là, en tout cas à Toulon, est très actif. Ils font énormément de choses, tout ce qui est hackathon, etc. Bon, ils s'en sortent très bien. On essaie un petit peu de travailler avec eux parce que, comme l'a dit Baptiste, pour mener des projets d'ampleur, on a besoin de se structurer, on a besoin de compétences et on a besoin aussi de travailler ensemble. Et si on peut étendre ça au niveau du réseau méditerranéen, ce ne serait qu'un plus. Merci Lucie. Peut-être Rémi aussi au niveau niçois, au niveau de l'entrepreneuriat étudiant, justement vous êtes dans cette logique-là, si tu veux peut-être compléter ce qu'a dit Lucie par rapport à ça. Tout à fait, c'est vrai qu'on a la chance sur notre territoire d'avoir justement la technopole de Sophia Antipolis qui du coup est un vrai vivier je pense à étudiants qui ont vocation à devenir des entrepreneurs. On a organisé justement il y a un petit peu plus d'une semaine une petite conférence justement sur ce que c'était d'être un entrepreneur, en travaillant également avec Pépite, donc d'Université Côte d'Azur cette fois-ci, parce que forcément on est à Nice, mais en tout cas, c'est une vraie volonté, on le voit, de la jeunesse de un petit peu s'émanciper de ce parcours un petit peu classique, justement, qui veut finir ses études et ensuite tout simplement devenir salarié d'une entreprise. On observe vraiment cette volonté finalement de devenir acteur de son territoire, acteur de la vie finalement, et c'est justement, je pense, par le biais de ces conférences-là, par le biais du partage, par le biais du partage de l'expérience, surtout de ceux qui l'ont déjà fait, qu'on arrive finalement à permettre à cette jeunesse de s'émanciper et de devenir finalement entrepreneur de la vie de demain. Merci Rémi, exactement, c'est exactement ce dans quoi on est, donc, et c'est la logique dans laquelle on est. Une chose que j'aimerais rajouter aussi, là on est en train justement, on parle nous, on est les associations françaises puisqu'on est un peu à l'initiative du projet. L'objectif est aussi de développer les relations sud-sud, c'est-à-dire les pays du sud entre eux. Nous vraiment la finalité de tout ça, c'est de se dire qu'en fait par exemple une junior entreprise de chez nous va former une junior entreprise mauritanienne ou alors marocaine, etc. Et ensuite cette junior entreprise là elle-même formera une junior entreprise à Béjaïa, en Libye, etc. Voilà, c'est avoir cette boucle un petit peu vertueuse qui se met en place. Et c'est entre guillemets un peu ce qu'on fait déjà au quotidien, cette formation par les pairs, on aimerait vraiment le pousser au maximum et dans les relations également entre les pays. En dernière thématique, je pense, on conclura un petit peu là-dessus, il y a l'aspect culturel, on en a énormément parlé. La Méditerranée, c'est un amoncellement de cultures différentes, de civilisations différentes, d'époques différentes. On s'accorde là-dessus. Justement, nous, on a cette vision-là aussi. On est des territoires où on a énormément connu de brassage et on connaît encore aujourd'hui énormément de brassage. Beaucoup d'étudiants viennent justement s'enrichir chez nous, retournent ensuite dans leur pays. Il y a beaucoup d'échanges qui se passent. Le programme Erasmus joue énormément là-dessus. On a justement aussi cette idée de pourquoi pas aller plus loin qu'Erasmus et pourquoi pas créer un programme qu'on appellerait Méditerasmus. Voilà. On jette une bouteille à la mer, mais il y a des choses intéressantes à réfléchir en termes de mobilité. Et justement, voilà, sur cet aspect culturel, peut-être Edgar, un mot sur l'appartenance un petit peu commune qu'on peut avoir et les projets qu'on mène aussi d'un point de vue culture au sens large. Oui, complètement. Comme tu disais, la Méditerranée, c'est un amoncellement de beaucoup de cultures très riches. C'est aussi la Méditerranée, je pense, une culture. Quand on a travaillé sur ce sujet-là avec nos associations étudiantes, avec des associatifs qui étaient très néo-associatifs, qui étaient de tout jeunes étudiants, on leur a posé cette question de qu'est-ce que pour vous la Méditerranée, qu'est-ce que la culture méditerranéenne. On ne pensait pas
qu'ils auraient autant d'idées à apporter sur ce sujet-là, et pourtant il y en a eu. Il y a énormément de choses qui sont ressorties sur l'histoire, le patrimoine, les paysages, sur la gastronomie, sur l'art de vivre méditerranéen, et je pense qu'il y a des choses qu'on retrouve aux quatre coins de la Méditerranée, au nord comme au sud, qui sont, comme la mer, un lien entre nos différentes cultures qui, sous beaucoup d'aspects, n'en forment qu'une. Et là aussi, il y a énormément de travail à faire sur cette culture-là, en lien aussi avec toutes les autres thématiques dont on a parlé, la mobilité, l'entrepreneuriat, parce que on est dans des régions qui sont extrêmement touristiques, et il est évident que le tourisme dans nos régions, il est dû à la Méditerranée. Les gens viennent dans nos régions parce qu'il y a la mer, et là aussi des deux côtés de la Méditerranée, parce qu'il y a aussi une culture méditerranéenne, et puis énormément de sites culturels extrêmement importants. On pense à l'Égypte, on pense à la Grèce, l'Italie, ici aussi une vraie richesse, et je pense que on a tout intérêt à travailler entre les deux rives de la Méditerranée sur ces questions-là. Ouais, bien sûr, Edgar, tu as très bien résumé les choses. Peut-être aussi Pierre-Ange et Alban sur cette notion-là de mobilité, de tourisme aussi. Justement, on fait le lien aussi entre le tourisme qui est associé justement à tout ce projet-là. Donc vas-y. Ouais. Alors je vais peut-être laisser Alban parler sur l'écotourisme. Moi je rajouterais peut-être, pour rebondir à ce que vous disiez sur le fait qu'il y ait une culture méditerranéenne. C'est vrai que cette culture méditerranéenne, elle est caractérisée aussi par l'attitude qu'on va avoir, que les Méditerranéens, tous les pays, et notamment les jeunes, vont avoir face aux enjeux qui se dressent devant nous. Donc voilà, c'est une façon de réagir et commune. Et voilà, ce sont les mêmes enjeux, et je pense qu'il y a cette culture-là qui se forge autour de ça. Je pense que de toute façon la culture rejoint aussi l'environnement dans cet esprit justement d'échange et de mobilité, de se retrouver. C'est aussi un partage de savoir à chaque rencontre. Et du coup tu m'as lancé une perche sur l'écotourisme. Donc c'est vrai qu'en fait on a été amené à travailler justement sur des projets d'écotourisme qui visent donc à développer un tourisme qui est local et qui vise à connaître l'histoire, le patrimoine, l'alimentation, l'environnement, et c'est vraiment un tourisme écologique, quoi. Et donc ça peut être aussi quelque chose à développer pour justement mettre en avant cet aspect culturel donc des territoires méditerranéens qui ont chacun une histoire, un environnement spécifique, des pratiques culinaires, et vraiment c'est quelque chose à développer pour le futur. Merci Alban, et je me tourne vers messieurs les chercheurs, messieurs explorateurs. Est-ce que justement quand vous voyez ces différents jeunes engagés, quels sont un petit peu peut-être les mots qui vous viennent à l'esprit? Parce que vous avez beaucoup parlé de jeunesse en préambule aussi de chacun de vos propos. Voilà, la jeunesse, du coup, une partie de la jeunesse est un petit peu devant vous. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on est à côté de la plaque? Est-ce qu'on est dans le vrai? Qu'est-ce que vous... Oui, non, moi je suis très impressionné par vos démarches. Après, moi je me replace avec la casquette de l'enseignant, et je me dis que l'écologie, il faut le prendre on peut le prendre par le petit bout, et puis on le prendre par la tête ou par la queue. Et par la tête, en fait, c'est dans la formation. C'est-à-dire que nous, à Toulon, on forme des jeunes élèves, des jeunes étudiants, à qui on va donner les outils pour être capable de mieux anticiper les changements qu'ils vont apporter au milieu quand ils vont faire des actions industrielles, des actions domestiques, enfin, dans leur future carrière de dirigeants, de cadres, voilà. Et c'est pour ça que je pense que quand même l'aspect important, c'est vraiment la formation, c'est-à-dire être capable d'avoir une démarche critique sur par exemple un nouveau système, un nouvel ouvrage, une nouvelle structure, une démarche critique qui permette d'anticiper comment cette structure, comment cet ouvrage va impacter le milieu, et comment finalement, à plusieurs échelles, même, à échelle moyenne et à long terme en fait, parce que le grand problème qu'on a pour les gens qui travaillent dans l'environnement, c'est les impacts, disons on va appeler ça du second, du troisième ordre, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas forcément quand
on fait une manifestation, quand on fait un ouvrage, mais qui va arriver peut-être 10, 15 ans, 20 ans, graduellement, à devenir toxique pour le milieu dans lequel il est intégré. Donc c'est vrai que moi je voulais vraiment souligner cet aspect-là, c'est-à-dire que former des jeunes, former des ingénieurs, former des cadres qui soient capables de vraiment interroger l'environnement dans lequel ils travaillent et être capables d'anticiper les changements qui vont pouvoir éventuellement intervenir. Je rajouterai juste un point. J'ai été très sensible au fait que vous ayez parlé d'entrepreneuriat. Quand j'étais directeur de l'école d'ingénieur CITEC, ça m'est arrivé de rencontrer des écoles de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, etc. Et j'avais été relativement surpris par le fait que cette question d'entrepreneuriat-là, telle que vous l'avez présentée, telle que ça a été présenté dans les vidéos, est à la limite beaucoup plus développée dans ces pays-là que nous en France. Ça m'avait relativement surpris. À cette époque-là, ça m'avait tellement surpris que pour l'école d'ingénieur CITEC, en tant que directeur, j'avais monté ce qu'on appelait un axe créativité et innovation qui, justement, permettent aux étudiants de l'école avoir un accès plus facilement, un peu encadré par l'école, évidemment, sur cette notion d'entrepreneuriat que moi je considère très importante pour le futur, que ce soit pour des questions écologiques, mais aussi pour d'autres questions en lien avec des questions d'innovation, telles que l'a présenté Jacques Piazzolla juste avant. Gardez en tête que ces questions d'entrepreneuriat, d'innovation, etc., ce sont des choses importantes et qui permettent également des collaborations avec d'autres pays, qui permettent sur les problématiques qui sont finalement relativement les mêmes, quels que soient les pays autour de la Méditerranée. Voilà. Écoutez, moi j'étais vraiment très heureux de vous entendre et à la question que vous nous posez, j'ai une réponse toute simple. Je me dis que le boulot, en tout cas des collègues qui ont eu à être à votre contact, à vous former, je pense a été bien fait parce que, en tout cas moi, vous m'avez impressionné. Vous m'avez impressionné parce qu'il y a un esprit effectivement critique, mais un esprit d'analyse critique et de projection et d'être acteur. Et finalement, l'entrepreneuriat l'illustre bien, c'est d'être vraiment acteur du futur. Donc c'est extrêmement rassurant pour des enseignants que nous sommes de se dire voilà, bon, ça y est, le boulot était bien fait. Et au-delà de la dimension entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'avais moi-même expérimenté à la fin de mes études. C'était il y a quelques années, au début de ce siècle, et ça m'a beaucoup servi. Ça m'a vraiment beaucoup servi dans ma démarche effectivement de construire mon projet professionnel, mon projet personnel, immédiat, à moyen terme et même finalement à long terme, parce que ça ouvre effectivement l'esprit, ça ouvre la curiosité, le réseau, et puis finalement c'est le fruit simplement d'une dynamique de vie, et donc ça ouvre de grandes voies, telles que vous les avez vous aussi parcourues. Merci. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Vous délivrez un message d'espoir. Et tous les matins, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir qu'il y a un espoir, que je me bats pour quelque chose, parce que je fais quelque chose qui n'est pas référencé. Je n'ai pas fait d'études, donc je ne suis pas dans une case particulière. Je n'ai pas une compétence particulière. Tous les matins, je recommence. Bon. Et vous, là, vous avez délivré avec vos mots, vous avez délivré un message d'espoir. Pourquoi un message d'espoir? Parce que vous avez en vous le paramètre le plus important de la vie, c'est la volonté. Vous l'avez. Vous l'avez, vous avez saisi quels étaient les enjeux, vous avez saisi quels étaient les problèmes, vous avez saisi quels étaient les dangers, et vous avez la volonté. Alors nous, de ce côté-là de la mer, on a les scientifiques, on a les professeurs, on a le savoir, on a, en ce qui me concerne, des expériences. Et puis on a tout ça à vous transmettre pour que votre volonté devienne efficace. Et moi je trouve c'est génial, je suis ravi d'être venu parce que là tous les 6, vous avez vraiment mis en évidence que on peut vous faire confiance et qu'on peut voilà, avoir l'espoir. C'est le plus important. Merci. Merci. Et par rapport à justement ce qui a pu être évoqué aussi, je me tourne maintenant vers les personnalités politiques aussi, qui ont un rôle important à jouer dans les actions que nous pourrions mener et nous allons, je pense, mener. Monsieur le vice-président de la région, justement, un des mots forts de la campagne du président Muselier, c'était d'avoir une COP d'avance. Vous avez vu que justement l'écologie était une thématique prioritaire de nos engagements et de ce vers quoi nous allons aller.
comment est-ce que justement vous pensez pouvoir nous aider, nous accompagner là-dessus, et quelle est votre vision des choses par rapport à tout ça? D'abord, j'ai l'impression de rajeunir de 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, à Aix-Marseille, je crée la première junior entreprise. Et ce que vous faites là, je trouve ça admirable, fabuleux. D'abord, vous êtes passionné par votre territoire. Vous le respectez, vous voulez le protéger. C'est ce qui fait votre force. Alors Baptiste, toi je te connais, puisqu'on n'habite pas loin l'un de l'autre et je connais bien ta famille. Provence, Alpes, Côte d'Azur, 3 mots magnifiques. Une région exceptionnelle, une région qu'il faut préserver, qu'il faut porter. Je suis aussi responsable du tourisme, j'ai été très sensible à ce que vous dites pour construire le nouveau tourisme, le tourisme de demain. Alors bien évidemment, comme dit le président Muselier, quand on est à fond, il faut accélérer. Ben avec vous, on a pris une belle accélération ce soir. Et croyez-moi, la région va vous donner les moyens. Vous donner les moyens pour développer ce que vous voulez porter, pour les porter cette ambition forte. Je veux dire, ce soir, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire. Je veux dire, aussi bien du côté des chercheurs, des politiques, des aventuriers. Je crois que demain, vous pouvez partir avec ce monsieur, il va vous faire découvrir des choses fabuleuses et il va vous montrer que de l'autre côté de la Méditerranée, vous allez pouvoir rencontrer des gens passionnants. Alors bien évidemment, on est à vos côtés. Bien évidemment, on va vous donner les moyens d'aller encore plus loin. À votre entière disposition pour travailler sur tous ces beaux projets. Et la COP d'avance avec vous, ça a vraiment un signe. Et je crois que quand vous l'avez bien dit, le président Muselier est passionné par sa région. Il veut à tout prix la préserver. Quand on voit les moyens qui sont mis pour la montagne, pour la mer, pour le nautisme, eh bien écoutez, venez nous voir. On va ouvrir les portes et ensemble, on va faire de belles choses. On va la traverser, cette Méditerranée. On va faire des liens forts et on va aller encore plus loin parce que vous le méritez amplement. Merci pour ce bol d'air qui nous a fait à tous le plus grand bien. Merci François. Monsieur l'adjoint. Bon, moi j'ai été d'abord frappé, évidemment par la fraîcheur, mais c'est pas nouveau, et heureusement, par les raisonnements qui consistent à regarder demain en s'appuyant sur ce que nous faisons aujourd'hui et en n'oubliant pas le passé. Ça a été rappelé sur la civilisation méditerranéenne, cette civilisation qui nous est commune. Et c'est important de se rappeler cela parce que finalement, quel que soit, lorsqu'on est au bord de la Méditerranée, quel que soit le lieu où l'on se trouve, nous sommes avec les habitants de la Méditerranée et nous sommes tous méditerranéens. Et comme on est tous méditerranéens, on a tous une responsabilité vis-à-vis de cette Méditerranée. Et on a beaucoup parlé écologie, parce que naturellement, l'avenir de la Méditerranée, dont on sait qu'elle se renouvelle extrêmement peu, forcément, Gibraltar d'un côté, et de l'autre côté, j'allais dire un peu les Dardanelles, et puis pas grand-chose si on pense au filet de Suez. Il n'y a rien. Le renouvellement de la Méditerranée, il est extrêmement lent. Et pourtant, c'est une des mers les plus fréquentées du monde, c'est une des mers où transite une partie extrêmement importante du commerce mondial. C'est une des mers qui est extrêmement exposée à un risque d'accident de navires, avec des risques de pollution qui sont importants. Et donc c'est une mer qui pourtant a nécessité d'être protégée. Et au moment où vous parliez tout à l'heure, on s'interrogeait avec François sur à quel moment essayer de travailler les consciences sur ces questions écologiques. Ben, c'est très en amont, ça a été aussi rappelé. Pour nous, c'est très en amont. Il y a l'action, les actions que vous menez, mais en menant les actions que vous menez aussi un certain nombre d'actions de sensibilisation. Et c'est important. Dès le plus jeune âge, il faut rappeler, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, il faut rappeler l'importance de ce que nous faisons, de nos décisions, de la façon dont on se déplace, de la façon dont on souhaite s'alimenter, de la façon dont on, j'allais dire, trie tout bêtement ses déchets, etc., etc. Et vous incarnez, vous êtes l'avenir de la Méditerranée. Nous sommes là, évidemment, pour mettre en place des politiques publiques, ça a été rappelé,
quand on met 20 millions d'euros pour faire en sorte que les bateaux qui viennent à quai à Toulon soient branchés électriquement, quand on contrôle en permanence la qualité de l'air sur le territoire, et qu'on voit avec un bonheur inouï les NOx s'effondrer de 34% sur les 8 dernières années et le soufre être quasiment inexistant alors qu'on a un port et une activité maritime énorme, on se dit qu'on est sur le bon chemin. Mais ça ne suffit pas. On a besoin évidemment de vous. Vous stimulez nos énergies. Monsieur Griboval l'a dit dans sa conclusion, vous nous donnez de l'espoir. Merci. Mon amiral, peut-être aussi un commentaire par rapport à tout ce qui a été dit. Ouais, alors vous ne passez pas la parole aux politiques, là, vous parlez. Moi, je voudrais d'abord vous dire le sentiment de fierté de cette réussite, de ces rencontres, sous l'impulsion de notre ambassadeur, Karim El-Helal, qui est là aujourd'hui, et porté par le CMQ Académie de la Mer. Et en vous écoutant parler, je vais faire le vieux et vieil ancien exprès, Yvan se reconnaîtra là-dedans. On a dit tout à l'heure, la mer fait le lien. Le lien entre les deux rives, entre les jeunes qu'on a entendu parler et vous, entre nous tous. La mer, elle fait aussi le lien à l'intérieur d'un navire, puisque c'est le lien entre les équipes qui se relèvent. Et là, aujourd'hui, en vous écoutant, je pensais à la relève de quart, après le 0 à 4, là, où l'équipage, le jeune officier monte à la passerelle, prend le quart, et il prend la responsabilité du navire. Et c'est vraiment ce que j'ai senti en vous écoutant tout à l'heure. Je peux vous dire ce soir avec beaucoup de fierté et de joie que les jeunes ont pris le quart. Et ça fait du bien. Merci. Bon, du coup, je pense qu'on va conclure pour la partie jeune. Très, très brièvement, je remercie mes collègues avec qui, voilà, justement, on a déjà posé cette première pierre ensemble et avec qui on va avancer, je l'espère, et j'en suis persuadé. Et puis voilà, tout simplement, nous, on compte mettre en place des projets concrets sur les territoires, des projets propres, des projets communs. On a des aspirations partagées, des aspirations parfois différentes pour autant, mais ça ne nous empêchera pas justement d'avancer dans une direction commune, et c'est tout le sens de notre engagement. Merci. Bravo, merci Baptiste Ropigny, et vraiment bravo à tous. Et c'est effectivement parce que si on était très inquiet, on peut être un peu rassuré ce soir. En tout cas, c'est mon cas, de savoir qu'il y a une jeunesse qui est aussi impliquée dans ce qui se passe. Alors là, en l'occurrence, on parle de la Méditerranée, mais la Méditerranée, ça rayonne sur le monde entier. Donc c'est vachement important. Et voilà, continuez, bravo, c'est vraiment bien. Pour terminer, je vais donner la parole à monsieur l'ambassadeur Karim El-Helal, qui, je pense, a quelques mots à dire lui aussi. Bah oui, ça même beaucoup. Mais je vais être bref. D'abord, un merci, un gigantesque merci à vous tous, parce que ça confirme l'utilité de ces rencontres de la Méditerranée, vous l'avez dit, amiral. La diversité des approches, la diversité des regards qui se sont exprimés d'une certaine manière ici aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin sur la Méditerranée, sur les sujets dont on a parlé, comme d'ailleurs de façon plus générale, la diversité nous fait toujours du bien. Ces rencontres-là, on va essayer de les développer, de les multiplier, si possible en présentiel, enfin en tout cas si les conditions sanitaires nous le permettent à nouveau dans les semaines qui viennent, parce qu'on en a besoin. On va essayer de les multiplier avec à chaque fois cette conviction forte qu'il faut confronter les regards, et merci à vous, professeurs, enseignants, experts, chercheurs, et à vous, acteurs institutionnels, à vous aussi qui êtes finalement citoyens et les premiers confrontés aux problèmes qu'on a évoqués, parce que c'est finalement ensemble que les solutions émergent. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est vraiment sur l'utilité, et j'en suis très très heureux aujourd'hui de ces rencontres-là, et je crois qu'on peut tous s'en réjouir. Et puis la deuxième chose, et puis ça fait le lien évidemment avec d'abord avec vous et puis avec ce que vous dites, qui est ainsi un gage d'espoir effectivement pour nous tous, c'est que c'est évidemment fondamental, hein, vous l'entendez en permanence, dire que la jeunesse est l'avenir, etc. Et on est les premiers à le dire sans arrêt, ce qui ne doit pas nous exonérer de la responsabilité considérable qu'on a de mettre en œuvre ce que vous dites et ce que vous faites aussi, et de vous accompagner dans tout ce que vous faites. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les solutions que vous portez,
finalement les solutions que vous, la jeunesse, alors c'est des mots un peu, franchement un peu creux, d'abord parce qu'on est tous encore un peu jeunes, et puis ensuite, voilà, enfin c'est pas une catégorie à part la jeunesse. Vous êtes d'abord des citoyens effectivement de la Méditerranée, d'un territoire que vous aimez, et un peu aussi du monde, en tout cas sur ces problématiques-là qui sont globales. Mais en tout cas, ce que vous portez, c'est ce que portent tous les acteurs de la société civile. C'est pour ça que, et on ne l'a pas suffisamment fait, nous, l'État, en particulier par le passé, il faut vous mettre au centre du jeu. En particulier dans une région comme la Méditerranée où, je le disais de façon liminaire, les relations politiques sont ce qu'elles sont, les crises, on les connaît et elles sont là, toujours là malheureusement, et la Méditerranée politique n'avance pas aussi fort et aussi vite que ce que nous souhaitons ou que ce que nous souhaiterions. Et ce qu'on voit, ce qu'on observe partout, je passe mon temps à bouger en Méditerranée, en particulier sur la rive sud, c'est que les solutions sont portées par des acteurs comme vous, très clairement. Et par des acteurs de la société civile au sens très très large. Dans la société civile, on est les acteurs des territoires, évidemment, les collectivités, des maires qui se battent chaque jour pour que sur leur territoire qu'ils aiment, eh bien, sur ces sujets-là très concrets de biodiversité, de propreté des plages, etc., de gestion des déchets, les choses avancent. Et il faut qu'on le fasse encore plus. On va le faire évidemment à l'occasion du forum que j'ai évoqué, parce que c'est vraiment ces solutions-là, ces initiatives-là que nous souhaitons mettre au centre du jeu. On va le faire pas tout seul évidemment, c'est pour ça qu'on se réjouit de travailler toujours autant qu'on le peut, et on le fera chaque fois davantage avec les collectivités, avec les acteurs des territoires. On le fait formidablement avec la ville de Toulon, avec la métropole, avec la région évidemment Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment à l'occasion de l'événement qui arrive. Il faut qu'on le fasse encore et encore plus, et en particulier sur tous ces sujets-là, parce que je crois finalement que c'est d'abord plus que d'un seul endroit que les solutions viennent. Les solutions sur la question du réchauffement climatique, de la biodiversité, elles viennent de partout, et elles viennent peut-être même davantage du Sud en réalité aujourd'hui, parce qu'ils ont plus d'expérience et plus d'ancienneté que nous finalement sur ces sujets-là. C'est ce qui nous arrive dans la figure. Et puis elles viennent d'acteurs qui se battent au quotidien où ils sont, avec des initiatives comme la vôtre pour les faire émerger, pour les porter. Et le réseau méditerranéen de la jeunesse, c'est une excellente chose, parce que, et je m'arrêterai là, ce qui manque beaucoup, d'ailleurs ça fait écho au réseau de formation métier de la mer, c'est que des initiatives, il y en a 1000, 10 000, 100 000 et beaucoup partout, mais ce qui manque vraiment, c'est la mise en réseau. C'est le fait qu'il manque des outils pour passer à l'échelle, pour dupliquer, répliquer ce qui fonctionne. Et donc votre initiative, évidemment nous l'accueillons avec énormément d'enthousiasme, et si on peut faire qu'elle puisse inspirer d'autres acteurs, comme vous avez commencé à le faire dans les pays de la rive sud et ailleurs, et dans d'autres thématiques, on en sera extrêmement heureux. En tout cas, c'est sûr que les solutions sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués, c'est ensemble que nous les fabriquerons. Voilà. Donc un grand merci à vous tous. Merci à tous pour votre présence active. Il y a un très beau carton, très beau tableau même, avec tous les logos de tout le monde qu'il va falloir signer en présence de Monsieur l'ambassadeur. Je vous invite à le faire. Très bonne soirée à vous, merci.